Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Eh bien, c'est le moment, c'est l'instant de parler d'un autre show en question auquel on va parler aujourd'hui, vu comment, après s'être attaqué du côté de ROH, TNA, et avec un petit peu de la Action Wrestling, la triple A en question, et j'en passe de tous les trucs que je me suis attaqué, surtout ceux que je me suis le plus visionné. Un show de la Evolve, un show d'NXT, SmackDown, et même Dynamite, Collision, j'en passe des trucs auxquels j'ai pu regarder de manière très quotidiennement. Là, bah, tout simplement, au lieu de parler de ça, je préfère parler d'un show PPV, Pay-Per-View PLE, Premium Live Event, auquel je m'attaque aujourd'hui. Et le show en question, c'est WWE World Wrestling Entertainment NXT Deadline 2025. Donc c'est dans ce show-là auquel on s'y attaque. Euh, je sais pas quoi en penser de ce show, très honnêtement. Je sais pas s'il était bon ou s'il était mauvais. J'ai pas trop d'avis sur ça. Mais non, à vrai dire, j'ai vraiment pas d'avis à propos de ce show-là, si ce n'est que je n'ai pas à rajouter quelque chose de négatif dessus, encore moins des trucs très 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 positifs à en dire. Disons que je vais dire du positif, mais pas que du positif et pas trop non plus du négatif. Voilà tout. Si ce n'est que voilà comment le show s'était déroulé, vu comment j'ai la carte sous les yeux. Il y en a que 5 matchs et euh, et c'est sûr qu'on perd pas de temps avec un premier match, hein. Parce qu'il n'y a pas de match pré-show que dans la carte principale. Dans le premier match de la soirée, donc dans l'opener, eh ben on commence direct avec le titre suprême de NXT, donc le titre NXT qui est en jeu. Et et il y a un genre de petit enjeu pour n'importe qui d'autre, je crois. Mais tout ce que je sais, le titre est en jeu entre Obafemi contre Ricky Sens. Et c'est très surprenant de voir ce genre de match dérouler déjà aussi vite. Enfin, ce genre de match, ce genre de championnat se dérouler comme ça direct dans l'opener, comme ça direct. Et du coup, ben, j'étais un petit peu étonné. Donc, dans le contexte du match, ben, je pense que je vous l'avais peut-être déjà dit auparavant quand il y avait le show de No Mercy. Si vous voulez, puisque les deux s'étaient affrontés une première fois en un contre un pour le titre, on s'était sûrement peut-être dit que ils allaient remettre le couvercle, vu comment la fois précédente, lorsqu'ils se sont affrontés, eh ben Ricky Sainz, au lieu d'essayer de jouer sous le terrain de la force que Obafemi maîtrise plutôt bien à la perfection, il a préféré d'être rusé comme, comme il se doit de faire devant un tel géant pareil, quitte à dire être plus malin que le géant en question, et de notamment attaquer les fondations, ou encore lui faire subir 3 ou 4e prise d'ici même d'affilée pour en faire un finish. Et du coup, c'était les Tornado DDT, et auquel ben, il avait enchaîné des Tornado DDT pour en venir à bout de Obafemi. Et vu comment ce dernier revient après que Ricky Sensei occupé de Trick Williams, donc il décide d'avoir un match revanche et de remettre le couvercle pour réparer l'erreur qui a été commise. Et selon vous, est-ce que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit? Ça, je suppose que oui, vu comment tout est possible, mais pas toujours de la bonne manière, ni non plus de la mauvaise manière non plus. Donc, ce qui était sûr, c'est que je m'étais dit soit le champion conserve ou l'ex-champion redevient champion, peu importe, je suis preneur, quoi qu'il arrive. Et du coup, voilà comment est venu ce match. Certes, ça s'est démarré un peu tranquillou
pas trop de précipitation, jusqu'à ce que là ça commence à aller tambour battant au fur et à mesure du match. Et que Ricky Stenn, sa stratégie, c'est de retenter la même tactique, de faire un Tornado DDT pour mieux réenchaîner une autre par la suite, pour obtenir le match très rapidement, pour gagner très vite. Mais sauf que, non, un peu trop présomptueux, ça n'a pas encore fait l'effet escompté, malheureusement. Mais bon, faut pas non plus prendre Ricky Sens, non pas Ricky Sens, Obafemi pour une proie facile. Ce serait à vous mentir. Pourtant, Obafemi va aussi enchaîner ses fameuses grosses prises, par exemple le Band for Grace. J'avais dit le Band for Glory, mais non, c'est le Band for Grace. Donc le genre de Say-Down Pop-Up Power Bomb. Ça ne suffit pas, c'est de 99 ou 99 si vous préférez. Puis ça va se jouer dans le climax du match, auquel les deux sont dans le coin. Et c'est celui qui aura enchaîné une grosse prise en finish qui obtiendra la victoire. Donc les deux se lancent à corps perdu dans la bataille, mais c'est Ricky Sens qui va le plus se faire écraser par la puissance du souverain, du rouleur, du destructeur, Obafemi. Donc il s'empare de Ricky Sens pour un ultime say down to powerbomb, c'est quasiment un last ride powerbomb, et qu'il enchaîne... non, pas qu'il enchaîne, qu'est-ce que je raconte, et qui fait le pin pour la victoire. Donc Obafemi récupère le titre de la NXT. Donc, vu comment il avait perdu sous prétexte à Ricky Sens qu'il a gagné par coup de chance, là il se dit je vais récupérer mon titre et là on va voir si la chance va lui sourire à Ricky Sens ou pas. Et du coup, vu comment la foudre ne peut pas frapper deux fois au même endroit, dommage pour Ricky Sens. Dommage. Et du coup, vous saviez maintenant, c'est victoire de Obafemi et qui récupère le titre qu'il avait perdu face à Ricky Sens. Et je crois que, parce que j'avais vu l'épisode de SmackDown auquel il y avait Ricky qui était apparu dans le show et que Cody Rhodes aussi, en disant que si jamais il avait encore le titre NXT à sa disposition, il l'affronterait au Saturday Night's Main Event. Et du coup, je crois que la petite enjeu, c'est, puisque Femi a gagné, il affrontera Cody Rhodes au Saturday Night's Main Event. Donc, c'est lui qui affrontera Cody Rhodes à la place de Ricky Sens. Donc, voilà tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce match-là. Maintenant, le deuxième match, et c'est un Iron Woman Survivor. Attendez, si je dis pas de bêtises, de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 catcheuses. Et pareil pour du côté des hommes, qu'on va justement en parler également. Et que le concept de ce match, je sais plus si je l'avais dit bien approfondi l'année dernière, mais je pense que je devrais le mieux en dire, parce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà vu enfin à plusieurs reprises, mais jamais en direct sur le WWE Network, parce que je ne savais pas payer un abonnement du WWE Network. Je savais que regarder des vidéos sur le highlight de YouTube. Et du coup, je voyais un chronomètre, mais je voyais aussi les catcheuses faire leur entrée à n'importe quel moment, ou les catcheurs aussi. Et du coup, je vais essayer de mieux en dire sur cette stipulation. Donc, le Iron Woman Survivor est simple. C'est un match qui dure dans les 25 minutes. Donc 25 minutes tout simplement. T'as les deux premières qui commencent la rencontre. Tandis que la prochaine arrivante arrivera dans les 5 minutes. Et, euh, et ainsi de suite. Après qu'on est arrivé 5 minutes, le chronomètre tourne, on attend encore 5 minutes de plus pour une autre, puis encore 5 minutes jusqu'à ce que voilà, il n'y a plus personne qui fasse leur entrée à part les trois autres. Donc voilà tout. Et il y a
aussi un truc dans cette stipulation. Si jamais on enchaîne un tombé ou une soumission, la personne qui a subi le tombé ou la soumission, ou peut-être un chaos technique, ou qui sait qu'il a été attaqué sous forme de disqualification, eh ben, euh, comment dire, la personne est renvoyée dans, dans la cage à penalty, je pense. Ils appellent ça comme ça, mais j'ai pas le vrai truc en tête, mais je sais qu'il est dans le genre de plexiglas. Par contre, attendez, je vais vite venir. Donc je poursuis. Donc vu comment j'ai expliqué tout à l'heure ce genre de stipulation-là et les règles, je pense qu'il n'y a plus besoin à citer si ce n'est qu'il y a les règles pour les femmes et pareil pour les hommes. Donc voilà tout. Je sais que les deux premiers à démarrer la rencontre, c'est Kendall Gray et Kelani Jordan qui vont commencer en première. Donc les deux vont commencer en premier lieu. Je crois que la première à subir le pin, c'était Kelani Jordan, donc elle va finir dans le genre de cage à plexiglas. Puis il y a Jordynne Grace qui arrive et qui se mesure à la championne Evolve, parce que oui, Kendall Grace est la championne Evolve. Puis, je crois que c'est au tour de Kendall Gray à finir dans la cage, quoi. Un coup qu'elle s'est fait éliminer soit par... non, je pense que c'était par Kalani Jordan. Puis il y a une autre qui arrive, Lola Vice, qui elle arrive, tambour battante, et qu'elle enchaîne très vite avec un Huracan Backfist, et qui met encore Kendall Gray dans la cage à penalty. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que je sais que la plupart des catcheuses, ceux qui vont subir le pin, sont ceux qui vont aller le plus souvent dans la cage à penalty. Et de souvenir Kendall Grace, Sol Ruka et un petit peu Jordynne Grace en allait un petit peu plus souvent. Parce que un coup que tout le monde est bien entré, on attendait que la dernière, et c'était Sol Ruka, qu'elle arrive, elle se fait allumer par Kelani Jordan, et du coup, on nous joue encore, ouais, elle est blessée au niveau du genou, mais moi, bien sûr, je n'y crois pas une seule seconde, faut pas nous prendre pour des imbéciles, parce qu'après, elle va retourner au vestiaire et puis revenir comme si de rien n'était. Hop, ça va, mon genou va mieux, j'ai un petit peu mal, mais je continue parce que je suis courageuse. Donc voilà tout. Euh, Celle qui va, on va dire, enchaîner le plus de points. Euh, alors, je sais qu'il y en avait un du côté de Kendall Gray, puis deux. Ouais, je crois que c'est deux, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il va voir Kelani Jordan qui va enchaîner deux. Et après, par la suite, Jordan Grace. Sol Ruka également. Surtout quand elle va enchaîner un double Sol Stretcher. Et pareil pour le Vice. Donc elles vont également enchaîner deux partout. On est tous à deux partout. Et si je dis pas de bêtises, s'il y a deux partout dans les 25 minutes, on doit soit recommencer le match ou ne pas déclarer de vainqueur, je pense. Ça, je ne sais plus, mais je crois que normalement, il recommence le match. Auquel, c'est un peu la mort subite. Mais pourtant, on est déjà au bord du précipice. On est dans les vingtaines de minutes. Tout le monde essaye d'enchaîner des points. Tout sans exception, jusqu'à ce que tout le monde est à terre. Et quand on pense que c'est l'une ou l'autre qui allait avoir l'avantage, eh bien, il y en a toujours une qui débarque pour intervenir, pour empêcher de faire le pin ou d'utiliser un finish. Et pourtant, dans le ring, ce sera Kendall Gray qui va enchaîner un genre de écrase faciale du haut de la troisième corde sur n'importe qui d'entre elles. Je pense que c'est sur Sol Ruka ou sur Jordan Grace ou Kalani Jordan, bref, peu importe. Mais en tout cas, elle effectue la prise et elle remporte le match. Donc, c'est la première à arriver en premier lieu, enfin, dans le match pour affronter Kalani Jordan et puis les autres ainsi de suite, qui clôture ce match et qu'elle a une chance pour le titre féminin de NXT de, de Jessie Jane. Parce que oui, on va y venir sur Jessie Jane après le match pour Tatum Paxley et
Easy Dame, mais ça on va y venir. Donc elle est la challengeuse pour le titre de Jessie Jane. Donc voilà tout. Et dire que je pensais absolument pas qu'elle réussirait à en venir à bout dans ce match. Clairement pas. Voilà tout. Le troisième match, ben, pour le titre nord-américain de NXT, donc tout simplement, Ethan Page contre Mister Iguana. Donc Monsieur l'Iguane. Un match plutôt, ouais, sympathique. En tout cas, j'avais trouvé sympathique ce match-là, sans me dire que c'est waouh, ça explose le plafond, etc. Ouh là là, je me posais pas ce genre de questions, vu comment tout le reste du show, ben, on s'est tapé des pubs, des vignettes et des trucs, bref, qui devaient pas être là, mais qu'elles sont quand même parce que voilà, il faut penser thunes. Donc dans ce match-là, bah, tellement sympathique que je m'étais dit bah, que c'est sûrement Ethan Page qui allait sûrement gagner, vu comment je voyais aucun moyen. Pourquoi Monsieur Liguan réussirait à détrôner Ethan Page? Parce que je pense que Monsieur Liguan, donc Mister Iguana, je pense que lui, c'est un personnage centré sur le comique, si c'est le cas. En tout cas, si c'est le cas, bah, en tout cas, il réussit bien son coup pour faire réagir le public. Et pourtant, pour ce très cher Mister Iguane, il a tout tenté des prises de voltige aériennes. Et comme pour Ethan Page a essayé depuis tout à l'heure d'utiliser la fourberie pour essayer de parvenir à ses fins sans succès, bah, il va quand même trouver toujours, et je dis bien toujours un moyen d'en venir à bout bah, de Mister Iguane, donc Monsieur Liguane, et il va justement le faire en faisant un genre de twist of fate à sa manière à Ethan Page, et auquel bah, il va battre tout simplement Monsieur Liguane. Donc c'est toujours Ethan Page, le champion. Voilà tout. Plus que deux matchs après c'est terminé, donc match numéro 4. Et c'est un match simple entre deux anciennes, entre guillemets, amies, presque comme des sœurs, auxquelles ils aiment bien se considérer comme une famille. Sauf que pour moi, je ne considère pas cette équipe comme une famille, très, très clairement. Donc un match entre Easy Dame contre Tatum Paxley. Et bien sûr, Easy Dame est accompagné par The Culling. Donc Sean Spears et Nico Vines. Alors, après que Tatum Paxley ait réussi à battre bah, tout simplement Jessie Jane à Halloween Havoc, auquel ben, ce genre de concept du show lui correspond tellement bien à cette dernière, et qu'elle s'est sentie pousser des ailes en battant Jessie Jane grâce ou à cause de l'intervention de Easy Dame, et que du coup, ben, il y avait une part de jalousie, et ça, la jalousie et la trahison, ça se voyait à des kilomètres, et du coup, ben, j'étais pas dupe. Je sais qu'à un bout d'un moment donné, ça va arriver. Comme avec Sol Ruka et Zarya, je suis persuadé que ça va sûrement arriver un jour. Mais pour l'instant, je préfère ne rien dire à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux s'affrontent. Et en plus qu'elle avait perdu le titre Tatum Paxley et qu'elle a encore perdu entre guillemets une amie, eh ben elle va sombrer dans la dépression de plus en plus et qu'elle veut absolument ben, que Easy Dame va ressentir ce que elle va lui faire subir. Donc je parle bien de Tatum Paxley sur Easy Dame. Elle veut lui faire payer, elle veut lui faire du sale. Voilà, tout simplement. Et du coup, ben, moi, quand je vois Tatum Paxley, ben, je vois une meuf qui a des airs de petite fille, un peu sombre, parce qu'avec des cheveux noirs et le maquillage qui coule, certes, elle est dans une genre de dépression, mais comme si c'était la plus violente au monde, et que à tout moment, elle peut devenir extrêmement folle. Ce que j'avais pas aimé durant la construction de ce match-là, je m'étais dit pourquoi vous jouez encore là-dessus? Pourquoi vous jouez encore le fait ah non mais on est amis, viens, je te touche, viens dans mes bras, euh, on est amis, on n'est pas obligé de se battre, patati patata. Et moi mais je suis en mode mais sérieusement?
vous croyez que c'est vraiment le moment de faire ça? Et que, et que je crois que c'est Tatum Paxi qui lance les hostilités en donnant des coups d'avant-bras, etc. Et quand elle a Easy Dame à portée de main, entre les guillemets, eh bien, elle tombe encore dans le panneau. Et là, je m'étais dit, mais là, non seulement tu es dans un état de dépression, mais tu tombes facilement dans le panneau comme une débutante, comme une gorée qui ne voit pas que cette personne essaye te manipuler, essaye de te contrôler. Bon après, j'aime pas comment ils nous font une John Cena Elimination Chamber 2025. J'aime pas comment ils utilisent ça. C'est quasiment devenu un private joke parodique. Parce que oui, on veut prendre un truc qui a bien marché, on veut le faire à sa sauce, pour que ça soit entre guillemets mémorable, pour que tout le monde s'en rappelle. Eh ben non, tout le monde va pas s'en rappeler. Donc du coup, il y a le coup sur ça, elle le fait passer par les escaliers, lui claquer la tête contre le ring, contre la table des commentateurs, ça poursuit son attaque avec des big boots, etc. de la part de Easy Dame. D'ailleurs, au passage, Easy Dame, euh, bon, je sais que c'est pas la première fois que je dis ça et que je critique cette personne. Sachez qu'avant tout, que je suis pas très fan de Easy Dame. Mais vraiment, hein, je suis pas réellement fan, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, selon moi, pourquoi est-ce que Easy Dame serait, entre guillemets, la véritable chef de The Culling, alors que cette dernière n'a quasiment rien accompli, même pas un titre. Euh, non, franchement, rien. Vraiment rien du tout. Et elle se croit déjà la patronne de cette équipe. Mais moi, je suis en mode, mais comment on peut devenir chef d'un groupe sans avoir réussi quelque chose au sein de cette entreprise? Je voudrais savoir, hein, moi je voudrais savoir comment ils s'y prennent parce que ce genre de tactique, moi, me dérange un petit peu. Parce que je suis en mode, vous faites ça. Si ça aurait été une équipe qui est en pleine dynamique, qui a besoin de victoire et que il veut se montrer le chef pour montrer à quel point ben, il a une seule envie, c'est de gagner et de montrer l'exemple à son équipe, ok, je suis d'accord. Mais là, la manière est un peu étrange. C'est ma façon de voir les choses. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre non plus tout ça au sérieux, hein. C'est ma manière de voir de comment je vois. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est pas logique de laisser une qui n'a rien accompli dans la compagnie depuis, je sais pas, un an ou deux, être la chef du groupe. Bon, après, je me dis, peu importe. Après tout, c'est pas mal Booker. Si ça se casse la gueule, ça se cassera la gueule. Moi, sinon, voilà, j'ai pas à me plaindre, mais je, je critique ce genre de décision d'utiliser comme si c'était logique, alors que pour moi, ça ne l'est pas. Donc voilà tout. Après que Easy Dame ait pu humilier, moquer de Tatum Paxley, cette dernière Tatum Paxley, après s'être reçu une bonne grosse gifle de la part de Easy Dame, eh ben, elle commence à devenir folle petit à petit, en lâchant un sourire et limite un petit rire, et qu'elle va poursuivre son attaque de manière sans état d'âme sur Easy Dame, jusqu'à ce que ça se termine à l'extérieur et auquel elle va utiliser son finish alors que Izzy essayait de la convaincre de ne pas le faire, mais elle veut pas l'écouter et elle va quand même effectuer sa prise. Et là, au moment où on pensait qu'elle allait sûrement enchaîner dans le ring par la suite, mais Sean Spears, oui, celui qui était le leader et qui est pour moi le vrai leader et pas Easy Dame, même si je me demande pourquoi The Culling, pour moi c'est un peu à chier quoi. D'ailleurs, la plupart des équipes auxquelles je vois actuellement, c'est très médiocre. Très médiocre, et du coup, je comprends pourquoi ce très cher camarade OG en parle très fréquemment, comme quoi la plupart des équipes sont médiocres, nulles, pas intéressants, ni pertinents, on s'investisse pas en eux, bref, c'est de la merde. Donc, pour ça, je comprends.
Donc, comme j'ai dit, Sean Spears a eu la brillante idée de nous sortir les fameuses poupées, vu comment il a trouvé un moyen pour distraire Easy Dame, parce que Easy Dame, Tatum Paxley, vu comment Tatum Paxley, on essaye de jouer sous le côté que c'est une enfant un peu inoffensif, dans la dépression et un peu dans le côté folie, sans trop grande violence. On essaie de l'attendrir. Et puis, au moment où Sean Spears arrache la tête de sa propre poupée qui lui représente, eh bien, il va le narguer et il va se manger une claque. Et c'est là auquel Easy Dame va enchaîner avec un Big Boot et un Spinebuster. Je pense que c'est à la manière de Tensine, je crois que c'est cela, son fameux powerbomb à lui. Eh ben, elle va effectuer le compte de 3 pour la victoire. Et si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas la moindre souvenir des matchs auxquels Easy Dame a pu participer dans les pay-per-view Premium Live Event, mais apparemment c'est sa première victoire. Et au passage, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on était à San Antonio, Texas. Et je crois que Tatum Paxley était chez elle. Soit San Antonio ou Austin, Texas, peu importe, je cherche pas à comprendre. Mais bref. Donc c'est victoire de Easy Dame, ok. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, je préfère passer au main event. Et le main event, c'est pour le Iron Man Survivor du côté des hommes, donc masculin. Ah ouais, en plus j'avais complètement oublié, celui qui gagnait affronte le champion à la New Year's Evil, et du coup Kendall Gray va affronter Jesse Jane à New Year's Evil. C'est même pas un PPV, c'est un weekly, donc un NXT basique quoi. Et pareil pour l'homme qui réussira à battre tous les participants pour avoir une chance au titre. Donc voilà tout. Alors si je dis pas de bêtises, les premiers arrivés sont tout simplement Leon Slater, Jevon Evans, contre tout simplement Joe Hendry, contre Dion Lennox et contre Miles Bourne. Mais je sais que c'est les deux qui vont commencer, vu comment je vous ai déjà expliqué les règles de ce Iron Survivor. J'ai pas besoin de me répéter. Déjà, c'est déjà assez chiant de se répéter, je vais pas vous le mentir. Donc, si jamais vous me constatez que je me répète tout le temps et toujours, je sais que je me répète toujours, mais j'arrive pas à sortir des trucs intéressants. Donc, sincèrement, navré. J'essaye de faire du mieux que je peux, de ne pas trop me répéter, mais à chaque fois, ça me joue de sacrés tours et c'est plus fort que moi. Je m'en excuse très sincèrement. Donc voilà, je suis complètement navré. Donc c'est les deux jeunes qui vont commencer en premier, donc ça commence de manière très chill. Jusqu'à ce que Leon Slater fait le pin sur Jevon Evans et que c'est lui qui va finir dans la cage à penalty. Puis le troisième arrivé, c'est Miles Bourne qui arrive, qui perd pas de temps. Et puis entre Jevon Evans qui est resté, parce que je crois que j'ai oublié de vous citer le temps imparti de combien de temps on reste dans ce genre de cage à penalty. En gros, si vous voulez, le décompte commence de 1 minute 30 et jusqu'à 0, on part. Parce que je crois que ce petit détail, je vous ai oublié de le dire au début quand il y avait les femmes. Donc je m'en excuse. Mais bon, faut dire, il y a tellement trop d'informations, tellement trop de trucs à citer que c'est pas non plus simple. Vraiment pas non plus simple. Donc après ça, chacun va marquer un point. Je crois que c'est Jevon Evans qui marque un point. Puis Miles Bourne. Et puis il y a l'arrivée de Joe Hendry. Et pour terminer, je crois que c'est Dion Lennox qui arrive également, qui marque un point. Tout le reste de l'équipe sont bloqués à un point. Donc ça se poursuit encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive dans les vingtaines de minutes. Tout le monde, comme du côté des femmes, essaye véritablement essayer de remporter un point chacun. Donc que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ils essayent tant bien que mal, sans grand succès, vraiment sans succès, jusqu'à ce que
On arrive dans les 24 minutes et ce sera Jevon Evans qui va nous sortir son plus beau OG cutter pour effectuer le compte de 3 jusqu'à ce que ça arrive au compte de 0 et c'est Jevon Evans qui remporte le match. Si je dis pas de bêtises pour Jevon Evans, l'année dernière, il a failli remporter le match à tout prix, mais c'était Obafemi qui a gagné haut la main. Et du coup, ben là, Jevon Evans a un petit peu pris sa revanche sur l'année passée pour tout simplement ben, confirmer comme quoi c'est bien lui qui affrontera le champion à New Year's Evil. Peut-être qu'il était chaud pour affronter Ricky Sainz, mais vu comment le rouleur est devenu champion, donc il va affronter le souverain Obafemi. Donc voilà tout. Jevon Evans remporte ce combat. Puis on a l'entrée de The Obafemi qui veut regarder son adversaire, son futur challenger qu'il a déjà affronté il y a pas si longtemps, il y a quelques mois de cela. Je crois que c'était en... Je sais même pas si c'était en septembre ou en août. Je me rappelle plus. Désolé, je m'en rappelle plus. Donc, à mon avis, il voulait passer un message très clair. Mais il y a un petit entron de une personne qu'on le voit marcher dans la rue, puis la lumière passe au noir, et que la lumière est braquée sur le ring, et on aperçoit que c'est un certain Tony D'Angelo qui arrive et qui va nous faire un Spinebuster sur Jevon Evans, et qui lance un message très clair et net, que ce soit Jevon Evans ou à Obafemi, peu importe lequel des deux, comme quoi, ben, tant qu'il est bien là, eh ben, il veut franchir une étape très cruciale, remporter le titre mondial. Il est fort possible que ce match pourrait partir en triple threat. Je dis bien c'est possible, parce que ça peut arriver à tout moment, de partir en triple threat, ou en 1 contre 1, soit dans un prochain PLE ou dans un weekly. Bref, on n'est pas encore ici. Vraiment pas encore ici. Si ce n'est que, voilà, j'ai déjà tout dit sur ce show-là, sur ce show de Deadline, qu'il s'était déroulé un 6 décembre, donc quasiment le jour de la Saint-Nicolas, chez nous en Belgique. Oui, parce qu'en Belgique et aux Pays-Bas, je crois qu'on fête la fête de Saint-Nicolas. Alors que à l'étranger, autre, non. Il n'y a que chez nous, et du coup, bah, ok, c'était pas mal, mais sauf que j'ai regardé quasiment bah, tout au long. J'étais très fatigué, et pourtant j'ai quand même réussi à tout regarder. Et maintenant, bah, la suite pour NXT, alors qu'on sait que pour nous et pour moi, vous saviez de quel dernier show pour la WWE je m'attaquerai. Vous le savez tous de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit tout simplement de Saturday Night's Main Event, le dernier match de John Cena, auquel je m'attaquerai. Et aussi ben, le dernier show de la EW. Et après, ben, je ferai peut-être que je ferai d'abord toute la liste des shows qui a eu lieu cette année pour toutes les fédérations de catch. Mais voilà, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus, je préfère m'arrêter. Donc voilà, je passe directement à la conclusion. Merci bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.